En kiosque, sur une table basse ou sur Internet, les magazines automobiles sont partout autour de nous depuis plus de 100 ans. Des premières voitures à nos jours, embarquons pour un voyage captivant à travers l'histoire mouvementée de la presse auto. Marqués par l'innovation automobile et l'évolution du marché, les magazines ont connu bien des changements depuis leur début. Nous sommes alors à l'aube du XXe siècle. À l'époque, l'automobile, c'était vraiment un objet de luxe et un objet bizarre. C'était une presse auto, on va dire de connivence, disons une presse auto de luxe, qui se mêlait absolument pas de critiquer les modèles qu'elle avait à conduire de temps en temps. Je ne dis pas que les papiers étaient achetés, mais il y avait en face de chaque papier, il y avait une page de pub, voire un truc qui nous semble complètement aberrant aujourd'hui. Les journaux, et français mais aussi anglais, vendaient leur couverture. C'est-à-dire que la couverture n'avait rien à voir avec ce qu'il y avait à l'intérieur, mais c'était une page de publicité. Ça, c'est un truc, on ne peut même plus l'imaginer aujourd'hui. Consacrée aux avancées technologiques et aux événements marquants de cette industrie florissante, la presse auto était principalement textuelle, avec des illustrations et des photographies en noir et blanc. Et il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour commencer à observer des changements majeurs. Il y a eu une grande rupture dans la presse automobile entre l'avant-Seconde Guerre mondiale et l'après-Seconde Guerre mondiale. C'est en France l'autojournal qui a amené cette rupture. Dans les années 50, il n'était pas possible pour un constructeur automobile de faire de la publicité dans l'autojournal pour bien marquer les avis sans pression. C'est celui qui a été dominant ensuite. Avec la popularité grandissante de l'automobile et l'expansion fulgurante de son industrie, la presse auto se diversifie et les titres se multiplient. Il y avait plusieurs presses automobiles. Il y a la presse Passion, je suis rentré à Auto Hebdo, et il y a la presse Service, auprès de gens qui s'intéressent, pour qui l'auto n'est pas de l'électroménager. Cela, c'était pour L'action automobile. d'un côté, on voulait Pour les constructeurs, elle leur permet de promouvoir leurs produits, de façonner leur image de marque, d'améliorer leur voiture et d'influencer les décisions d'achat des consommateurs. Mais ce rapport entre la presse et les constructeurs n'a pas toujours été aussi simple. Au début, ils n'ont même pas eu peur. Ils étaient très énervés. Et c'était hallucinant. Ils avaient l'habitude de traiter avec différents magazines comme l'Illustration, par exemple, avant-guerre, où voilà, ils étaient vraiment potes avec les responsables. Et là, une espèce de zazou incroyable qui viennent de casser la baraque, quoi. C'est juste pas possible. L'influence et surtout la liberté de la presse font peur, ce qui donnera lieu à certaines anecdotes d'essai, disons osées. Quand il y a eu la 505 Turbo, elle avait 150 chevaux, la première. Malencontreusement, elle marchait comme des BM et des Volvo Turbo. Donc, tout le monde a dit bravo, cocorico. Et puis, il y a quand même deux têtes de l'art, Gilles Dupré et moi qui étais à l'Action Automobile, qui ont dit on a une balance, on a un chrono, la voiture ne peut pas faire ses performances. Donc, il y a eu un coup de tournevis malencontreux sur le turbo. Ça a fait un pataquès. Oui, on a fait une erreur en préparant les voitures de la presse. Elle faisait 174 chevaux. Une différence de 24 chevaux donc entre le véhicule d'essai et le véhicule de série. Au début des années 80, certains journalistes auto comme Yves Bérosé n'hésitent plus à afficher les entourloupes des constructeurs. Moi, j'avais acheté un manomètre à l'Action Automobile, un gros manomètre de pression de suralimentation. Je ne l'ai jamais employé, mais tout le monde savait qu'on l'avait acheté. Voilà. C'est ça la liberté. C'est cette même liberté qui, en novembre 1999, donnera lieu à l'un des articles les plus polémiques de la presse auto, Vitesse, mode d'emploi, Paris-Nice en 4h15. Ça faisait un moment qu'on avait envie de monter quelque chose comme ça de flamboyant pour faire un peu plus que dire bon, les limitations, c'est un peu absurde. L'objectif, selon eux, prouver que la vitesse, quand elle est maîtrisée, n'est pas dangereuse, à l'heure où la sécurité routière prenait de plus en plus de place dans le paysage automobile français. Au volant d'une 996 GT3 et d'une BMW 740D V8, deux journalistes dont les identités n'ont jamais été révélées ont réalisé cette traversée, avec une vitesse moyenne de 214 km/h pour la Porsche et 199 pour la BM. On l'a fait exprès, c'était provoquant et
C'était volontaire, on savait bien que ça ferait mousser un petit peu et que ça ferait parler. Et ça a beaucoup fait parler, même les ministres qui, le lendemain, étaient à la radio en disant « nous allons faire saisir le journal, en référé, etc. » Ce qu'ils n'ont finalement pas fait. Ils nous ont délégué ces messieurs de la police qui sont venus nous voir avec les gros yeux et les moustaches cirées et qui nous ont beaucoup grondés, qui en même temps étaient intéressés par notre démarche. Plus qu'une provocation, un message. Aujourd'hui, les mœurs sont bien changées et un article pareil ne pourrait plus voir le jour. Depuis 20 ans, la presse fait face à de nouveaux défis avec l'émergence de nouveaux médias sur Internet et les réseaux sociaux. Il est évident que pour continuer à gagner de l'argent, il fallait se diversifier. Et donc se diversifier, c'est faire de l'Internet et de la vidéo. Quand je me suis trouvé contraint de faire de la vidéo alors que je ne savais pas du tout en faire, il y a un peu de stress, il y a le fait d'avoir peur de l'image qu'on va renvoyer, de la façon dont on va présenter le sujet. Donc ça, c'est un peu inquiétant. Oui, j'en ai sué un petit peu, mais avec le recul, non, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et de toute façon, c'était indispensable. La mobilité électrique et les enjeux environnementaux sont autant de virages à négocier pour rester au goût du jour. Nous, en tant que presse auto, on est tributaires des nouveaux modèles. 80% des voitures qui sortent sont des voitures électriques. Ça représente encore que 20% du marché, 16% même en France. Et pourtant, c'est 80% des voitures que nous, on a à traiter. Du jour au lendemain, on passe sur des nouvelles technologies que nous-mêmes, on ne maîtrise pas nécessairement dans un premier temps. On est obligé de s'y mettre très vite pour savoir de quoi on parle. On a un vrai travail de pédagogie à faire. C'est-à-dire, on n'est pas là pour dire « c'est très bien, puis de toute façon, on est obligé, donc on va y aller ». C'est pas le sujet. On est là pour expliquer aux gens dans quel cas ça peut leur convenir et dans quel cas ça n'a pas de sens. Et donc, ça demande une adaptation. Il faut réapprendre certaines choses. Certes, il y a 4 roues et un volant. Mais au quotidien, c'est pas tout à fait la même chose. Aujourd'hui, la presse automobile est plus que jamais à un tournant de son histoire. Mais avec de la qualité, de l'honnêteté, du sens critique et surtout de la passion, elle a encore de beaux jours devant elle, prête à continuer de faire battre le cœur de ses fidèles lecteurs. Quand il y a eu la radio, on a dit bon, c'est fini le journal. Après, il y a eu la télévision. On a dit la radio, c'est foutu. Là, il y a toujours des radios. Après, il y a eu Internet. Mais il y a quand même toujours du papier. Le jour où la voiture serait devenue un objet de déplacement, et juste ça, la presse automobile, quelles que soient ses formes, aura disparu. Moi, ce que je crois, profondément, c'est que ça n'arrivera pas. Ça devrait évoluer. Et peut-être qu'il n'y a que ceux qui vont faire de la vraie qualité qui vont continuer à survivre. J'y crois encore, quoi. Je pense qu'il y aura encore des magazines dans quelques années et même dans 20 ou 30 ans. C'est bien signe que s'il y a une passion, etc., ça marche.